des agriculteurs, des collectifs d'usagères et d'usagers, des associations, bref, des habitantes et des habitants de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Loire, de la Haute-Loire, du Rhône, du Grand Lyon, de l'Ardèche, de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme, de la Savoie, de la Haute-Savoie. Je vous demande maintenant d'accueillir chaleureusement Madame Cécile Cukierman, tête de liste de la région Rhône-Alpes. Mesdames et messieurs, chers amis, nous voici ici à Grenoble, 6 jours avant le premier tour de cette élection régionale. Patrice l'a rappelé dans son mot d'accueil, bien évidemment, lancer ces 3 meetings régionaux ici à Grenoble est pour moi très important. Comment dans cette ville qui fut, dans les pires heures de notre histoire, un des lieux de la résistance, un des lieux où s'organisa la libération de notre pays, ne pas s'inscrire bien évidemment dans cette histoire, nous qui voulons offrir à la population de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, les moyens, des moyens de résister à la politique libérale, aux politiques d'austérité qui se sont succédées et qui s'amplifient jour après jour. Nous avons jusqu'à présent mené une belle campagne qu'il nous faut poursuivre. Une campagne, bien évidemment, différente depuis cette nuit du 13 novembre dernier. Une campagne différente, mais que nous devons poursuivre car il nous faut honorer ce rendez-vous démocratique maintenu les 6 et 13 décembre prochains. Pour honorer ce rendez-vous démocratique, il ne peut en être autrement que de mener, comme vous le faites toutes et tous depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, cette campagne qui est la nôtre pour faire vivre le débat pluraliste dans notre région, mais plus largement dans notre pays, pour nous permettre, bien évidemment, d'être forts le 6 décembre prochain. Je l'ai dit dès le lendemain du 13 novembre, je l'ai dit également à l'issue du deuil national, au moment de reprendre notre campagne, à l'ensemble des candidates et des candidats, mais plus largement des militantes et des militants qui au quotidien animent cette campagne. Il ne s'agit pas pour nous, et il serait intolérable, inacceptable, de récupérer l'émotion très forte, populaire, liée à ces attentats inqualifiables. Certains s'y sont amusés dès le lendemain matin, 8h30, sur une chaîne du service public. Certains, parfois d'ailleurs le même, les ont repris et les reprennent encore. Mais comme Antoine l'a rappelé, ce n'est certainement pas d'un bouclier sécuritaire régional dont nous avons besoin. À l'inverse, les femmes et les hommes que je rencontre depuis le début de l'été, ces femmes et ces hommes qui, dans chacun des 12 départements de notre région, m'ont exprimé leur souffrance, des conditions de vie parfois difficiles, mais aussi une volonté partagée qui les anime de s'impliquer, de ne pas renoncer, de se battre. Ces femmes et ces hommes, ce sont un véritable bouclier social dont ils ont besoin, d'une région qui les protège, d'une région qui les rassemble, d'une région qui les fait vivre ensemble, et certainement pas d'une région qui les divise, qui les stigmatise et qui les oppose. La campagne électorale se poursuit donc, même si le calendrier n'y est pas propice. Effectivement, vous le savez toutes et tous, aller expliquer que c'est bien en décembre que la population est appelée aux urnes, cela surprend encore, même aujourd'hui.
Et puis surtout, cette campagne électorale qui s'inscrit dans un contexte économique et social catastrophique. Les différents intervenants sur la table ronde de l'emploi l'ont chacune et chacun exprimé. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui épargné par la crise. Secteur privé, fonction publique, tous les secteurs d'activité sont aujourd'hui frappés par les conséquences de ces politiques d'austérité. Et ce ne sont pas différentes lois telles que l'ANI, telles que la loi Macron, telles que le projet de loi santé, telles que la loi sur l'organisation territoriale ou encore les différents projets de budget, de loi de finances ces dernières années qui ont apporté quelques solutions que ce soit pour développer l'emploi et un mieux vivre dans notre pays. Preuve en est les chiffres calamiteux du chômage qui sont sortis la semaine dernière avec un chômage toujours en hausse dans notre pays. Pour mener cette campagne, j'ai l'habitude de dire que nous avons une belle liste. Une belle liste qu'effectivement, je l'assume, je suis fière de conduire. Une liste composée de 230 candidats. Vous savez, faire une liste, comme on s'approche de l'entrée dans l'hiver, c'est comme au patinage artistique. Il y a les exercices imposés, puis il y a les exercices libres. L'exercice imposé, c'est 230 candidats répartis sur 12 départements dans 13 sections départementales. L'exercice imposé, c'est aussi d'avoir 115 femmes et 115 hommes. Et je peux vous dire que je suis assez fière d'avoir l'exercice imposé parce que je peux vous le dire, nous avons bien 115 femmes sur notre liste pour le 6 décembre prochain. Et puis, il y a ce que nous avons souhaité, ce que nous avons collectivement décidé. C'est-à-dire une liste sur laquelle se trouvent bien évidemment des militants politiques, issus des collectifs du Front de gauche, issus du Parti communiste, issus du MRC, issus de formations politiques du Front de gauche, mais qui sont là en leur nom personnel. Des femmes et des hommes issus des organisations syndicales dans tous les secteurs d'activité. Des femmes et des hommes issus du mouvement associatif, sportif, culturel. Bref, ces femmes et ces hommes qui au quotidien vivent la réalité des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Je l'ai dit, ce sont eux nos experts, ce sont eux nos experts pour garantir que demain, dans l'Assemblée régionale, ce soit bien l'humain d'abord qui prime sur toutes les décisions politiques dans les 6 ans à venir. Notre objectif commun est bien évidemment celui d'empêcher la droite d'accéder à la tête de notre région. D'accepter ce Laurent Wauquiez dont nous le savons qu'il n'a que 2 objectifs. Le premier, se servir de la région comme un tremplin pour ses ambitions personnelles futures. Il hésite d'ailleurs encore entre un poste ministériel lors d'un retour de la droite, un poste peut-être de maire de Lyon, voire de président de la métropole de Lyon, ou encore quelques autres ambitions plus présidentielles dans les années suivantes, mais également, surtout, l'empêcher de prendre notre région, parce que nous le savons, s'il devient président de la région, il fera de nos territoires, de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, un véritable laboratoire pour mener une politique de droite libérale, décomplexée, dont on mesure au quotidien les difficultés dans l'ensemble de nos collectivités territoriales et ce partout dans la région. Nous avons, pour mener cette élection, un programme ambitieux. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit, quand nous avons une belle liste avec autant d'experts, quand arrive mon temps pour intervenir, je me demande toujours, mais qu'est-ce qui me reste encore à exposer? Qu'est-ce qui va me rester encore à raconter? Parce que finalement, tout le monde l'a très bien fait et ça devient un petit peu compliqué. Mais permettez-moi quand même de vous donner quelques éléments, bien évidemment, de ce programme, sans revenir sur les 17 mesures prioritaires que nous avons travaillées, élaborées ensemble, dans le cadre d'une fabrique du projet à Saint-Martin-d'Hères fin octobre dernier.
Cela a été rappelé, nous voulons faire de l'emploi notre priorité régionale. Pour cela, nous prenons l'engagement que chaque euro régional soit réellement mis au service de l'emploi, au service de la création de l'emploi, au service du maintien de l'emploi, au service de la sécurisation de l'emploi, au service du développement de la formation des salariés dans l'emploi. C'est cela notre priorité régionale pour les 6 ans qui viennent. Pour cela, c'était rappelé dans la table ronde par Pierre tout à l'heure, plus que jamais, nous avons besoin du contrôle de l'argent et de son utilisation, de cet argent régional. Besoin d'un contrôle, mais permettez-moi de vous rappeler qu'après l'élection de 2004, en Auvergne, comme en région Rhône-Alpes, c'est parce qu'il y a eu des élus communistes que ces deux régions ont mis en place une commission de contrôle des fonds publics qui dure aujourd'hui encore. Alors bien sûr, la vie économique a changé dans notre région et dans notre pays. Cette commission, et nous le voyons bien à travers toutes les réalités que nous connaissons, il faut la faire évoluer, il faut la renforcer, il faut lui donner plus de pouvoir. Parce que ce qui m'a été insupportable depuis le mois de juillet, c'est que dans chaque département, je n'ai pas rencontré des salariés qui, devant une entreprise, m'expliquaient que cette entreprise qui faisait un plan de licenciement, voire qui fermait un site, avait à un moment donné bénéficié d'argent public, que ce soit de l'État à travers notamment le CICE, qui est un vrai gâchis public, alors qu'il ne crée aucun emploi, nous le savons. Que ce soit de la part de la région, du département, de l'intercommunalité, de la commune, et pour les entreprises et les chefs d'entreprise les plus intelligents d'ailleurs, ils ont su bénéficier de tout cela en même temps. Alors oui, nous devons renforcer le contrôle de l'utilisation de l'argent public. Non pas parce que il y aurait moins d'argent dans notre pays. Notre pays n'a jamais été aussi riche. Mais nous devons renforcer ce contrôle parce que c'est une exigence démocratique, c'est une exigence citoyenne que de nous assurer que l'argent public, le nôtre, le vôtre, qui est dépensé, soit réellement utilisé à ce pourquoi il est destiné. Cette commission de contrôle, elle devra s'appuyer sur les organisations syndicales. Et je le dis, mon objectif politique, en tant que femme politique dans cette région, ce n'est pas dans 6 ans de me féliciter que des dizaines et des dizaines d'entreprises aient remboursé l'argent régional parce qu'elles n'ont pas créé les emplois prévus. Mon objectif dans 6 ans en tant que femme politique, c'est bien évidemment de m'assurer que l'argent régional ait servi à créer des emplois et dans 6 ans faire le bilan des emplois que nous aurons pu contribuer à aider et à créer. Et donc, pour cela, de nous assurer au quotidien, dans les entreprises, que cet argent est utilisé efficacement. Et pour cela, eh bien, j'en suis désolée, mais là encore, nous allons nager à contre-courant. Parce que, vous savez, nous avons un gouvernement qui ponctue chacune de ses phrases par le dialogue social. J'en mesure, dans mes déplacements, la grande efficacité pour son dialogue social. Mais nous, ce que nous disons, c'est que cette commission de contrôle des fonds publics, ce qu'elle fera pendant les 6 ans, c'est que dès lors qu'une entreprise bénéficie d'une aide régionale, les salariés, les représentants des salariés dans l'entreprise en seront informés. Et oui, ainsi, nous renforcerons le droit des salariés dans l'entreprise. Et c'est avec eux, avec le chef d'entreprise, mais avec les représentants des salariés, que nous évaluerons et que nous rendrons plus efficace, plus efficient, au service de l'emploi, l'aide régionale pour les entreprises. La question de l'emploi, c'est bien évidemment celle de l'emploi agricole. Quand nous proposons que 80% de l'assiette de la cantine scolaire des lycées soit composée de produits régionaux, c'est bien évidemment un chiffre qui n'est pas sorti un matin en se réveillant.
80% de produits régionaux dans une assiette, c'est possible. C'est possible et cela permet immédiatement d'avoir plusieurs effets. Le premier, garantir, assurer une alimentation saine, équilibrée pour les lycéens, pour les agents des lycées, pour les personnels enseignants et administratifs. Le second, c'est bien évidemment d'être un véritable effet levier auprès d'une agriculture paysanne pour l'aider à s'organiser, pour aider à organiser l'ensemble de la filière de la transformation, pour à travers la commande publique, effectivement garantir des débouchés à la production paysanne et ainsi accompagner cette agriculture pour la libérer un petit peu. Certes, nous devrons être plus nombreux pour que cela soit total, mais en tout cas pour la libérer de la pression aujourd'hui qu'elle subit par la grande distribution qui d'année en année augmente ses marges et oblige le paysan à vivre de moins en moins décemment du revenu de son travail. Cette agriculture, nous devons donc la soutenir parce que, là encore, elle est aujourd'hui menacée. Elle est menacée par les politiques libérales de l'Union européenne, mais elle est surtout très fortement menacée si le TAFTA venait à entrer en application. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous devons nous opposer très massivement et très nombreux à la mise en place de ce TAFTA. Grand axe pour notre région sera et bien évidemment la promotion d'un aménagement du territoire équilibré, d'un aménagement du territoire qui promeut la complémentarité entre chacun des territoires, d'un aménagement du territoire qui, à l'inverse, d'accroître la compétitivité, de renforcer le pouvoir des métropoles au détriment de toutes les autres zones, permet bien évidemment d'irriguer de toutes ces richesses l'ensemble de notre territoire. Un aménagement du territoire qui doit s'appuyer, se baser sur le développement et le maintien de tous les services publics. De ces services publics indispensables, bien évidemment, Antoine l'a rappelé, celui des transports. Ce service public des transports ferroviaires que certains voudraient régionaliser, mais c'est n'avoir rien compris avec ce qu'est le principe du service public. Maintenir le service public ferroviaire dans un service public national, c'est assurer la péréquation, c'est assurer et c'est garantir la possibilité d'accès à toutes et à tous, quelles que soient ses conditions sociales, quel que soit son lieu de territoire, à l'accès au service public ferroviaire. Et bien évidemment, la région, elle ne peut pas se contenter de ce que va lui proposer la SNCF dans la prochaine convention pour mettre en place le TER. Bien évidemment qu'elle ne pourra pas accepter que demain la SNCF, au nom du profit, décide de transformer des gares en haltes, décide de fermer des haltes, décide de fermer des lignes de chemin de fer, décide de réduire du cadencement. Bien sûr qu'il faudra se battre, mais ce n'est pas la même chose de se battre avec la SNCF pour la renforcer dans son rôle de service public que de vouloir l'anéantir pensant qu'on fera mieux sans elle. Et parce que j'ai parlé de sécurité, la première des sécurités dans les TER qu'attendent les usagers, c'est bien évidemment que la région s'assure que dans chaque TER qui se déplace, il y ait des femmes, des hommes, des contrôleurs qui assurent la sécurité de toutes et de tous au quotidien, que dans les gares, les guichets puissent être ouverts de façon beaucoup plus large pour assurer la sécurité et garantir de la présence humaine. C'est cela, c'est ce bras de fer-là que nous devrons mener avec la SNCF pour répondre aux besoins des Auvergnats et des Rhône-Alpins demain. Développer un aménagement équilibré du territoire, c'est bien évidemment faire en sorte qu'il n'y ait plus de déserts médicaux. Alors pour éradiquer les déserts médicaux, c'est bien évidemment s'asseoir sur un véritable schéma de développement d'un hôpital public de qualité et de proximité. Parce que là encore, pas un département,
sans que j'ai eu à rencontrer un collectif de défense, un collectif d'usagers, de professionnels, de défense d'un hôpital de tous les départements de notre région. Parfois d'ailleurs, dans certains départements, ce sont plusieurs collectifs qui existent, tellement les hôpitaux sont tous mis à mal. Alors, ce service public hospitalier, parfois on me dit, mais écoutez, Mme Kuckerman, vous avez raison, il faut vous battre pour le service public hospitalier, mais quand même, la région n'est pas responsable des hôpitaux. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des conseillers régionaux qui siègent au sein de l'Agence régionale de la santé. Eh bien, permettez-moi de vous dire que je suis assez surprise, parce que jamais ces conseillers régionaux, je ne les ai vus auprès des usagers et des professionnels se battre pour le maintien des services et le développement de l'hôpital public de proximité. Vous savez, dans mon département, la Loire, l'ARS a voulu, l'Agence régionale de santé a voulu faire de notre département un modèle précurseur de la loi Touraine. Depuis 1 an et demi, elle nous propose ce qui deviendra le groupement hospitalier de territoire. Depuis 1 an et demi, nous nous mobilisons, toutes et tous dans mon département. Alors, je n'ai aucune leçon à recevoir en matière de développement du service public hospitalier. Bien sûr, il est très facile, en période électorale, de venir faire un petit selfie, comme on dit, vous savez, quand on se prend soi-même avec l'appareil photo devant un hôpital ligérien où où les urgences sont menacées. Quelque chose de très simple. C'est dommage que ces gens-là, nous ne les ayons pas vus plus longtemps dans les manifestations. C'est dommage que ces gens-là ne soient pas avec nous pour exiger de l'ARS le maintien des différents services et des hôpitaux dans l'ensemble des départements. Alors je le dis, et je vous le dis ici, mais dites-le, oui, la région peut faire beaucoup si la volonté politique est présente pour réellement développer ce service public hospitalier et ainsi, à partir de là, mailler l'ensemble du territoire en lien avec une médecine de ville, appuyer sur des centres de santé et ainsi réellement éradiquer les déserts médicaux dans l'ensemble de notre région. Notre région, cela a été dit, nous voulons que ce soit une région de la solidarité. Et permettez-moi de dire, je souhaite que ce soit une région fraternelle. Vous savez, ce 3e mot de la devise républicaine, de moins en moins utilisé et de plus en plus oublié. Cette fraternité, celle qui fait notre lien commun et notre vivre ensemble. Cette région fraternelle qui s'adresse à toutes les générations, aux plus jeunes comme aux plus anciens, à toutes les personnes, quel que soit leur handicap, quelle que soit leur mobilité, mais qui, dans chacune de ces politiques, dans le développement de son territoire, bien évidemment, se soucie de chacune et de chacun pour lui permettre de relever la tête et de pouvoir vivre dignement et en étant bénéficiaire des politiques régionales qui s'adressent à toutes et à tous. Cette solidarité régionale, cela a été exprimé par Loris tout à l'heure, elle s'adresse à cette jeunesse. À cette jeunesse qui, le 13 novembre dernier, a été meurtrie. Vous avez toutes et tous en tête cet égrenage des victimes. Cette génération qui a fortement payé de sa vie les attentats. Cette jeunesse, et j'en ai rencontré ces derniers jours, qui, même si on veut le balayer d'un revers de manche, même si l'on veut se dire que l'on est loin, cette jeunesse qui, bien évidemment, avec son insouciance, sa joie de vivre, sa contestation qui lui permet d'avancer, a été touchée. Cette jeunesse également qui souffre, cette jeunesse qui n'en peut plus d'être laissée sur le bord de la route et de n'avoir que comme avenir des petits boulots, au mieux des CDD et jamais de CDI proposés. Cette jeunesse qu'il nous faut accompagner, cette jeunesse qu'il nous faut sécuriser, parce que je suis convaincue que c'est avec elle
que la société de demain se construira, cette société que nous voulons égalitaire et progressiste. C'est à cette jeunesse que nous devons bien évidemment donner toute sa chance pour réussir. Alors oui, quand nous disons qu'il faut la gratuité effective des études pour les lycéens, ce n'est pas un slogan démagogique, ce n'est pas des mesures coûteuses, c'est une nécessité pour la société de demain. C'est une nécessité aujourd'hui que les familles n'aient pas à payer les livres scolaires, que les familles n'aient pas à payer le transport scolaire, que les familles qui ont des enfants orientés en lycée professionnel n'aient pas au mois de septembre une facture qui s'accroît d'année en année pour payer les équipements professionnels. C'est cela, garantir la gratuité des études. Notre région fraternelle passe également par une politique culturelle développée. Je me souviens, en 2004, lors de ma première élection régionale, de la majorité qui annonçait doubler puis maintenir le budget de la culture au fur et à mesure des années. Il a finalement, certes, moins que d'autres, mais il s'est réduit. Alors oui, là aussi, il nous faut faire des choix. Il nous faut nous interroger sur un certain nombre de dépenses pour pouvoir renforcer, augmenter ce budget de la culture. Et puis moi, je me refuse à m'enfermer dans ce dogme de la réduction de la dépense publique a priori. Parce que dans notre pays, la France, qui n'a jamais autant produit de richesses que ces dernières années, dans ce pays où au premier semestre 2015, les entreprises du CAC 40 n'ont jamais fait autant de bénéfices, eh bien non, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne me résigne pas à réduire chaque année l'aide de l'État aux collectivités territoriales. Au contraire, celle-ci doit être amplifiée. Il faut donner les moyens aux communes, aux départements, aux régions de mener les politiques nécessaires pour les populations, parce que c'est aussi un effet levier sur l'emploi dans nos territoires. Alors cette culture, oui, nous voulons augmenter bien évidemment son budget, mais nous voulons aussi nous assurer que l'ensemble de notre région soit irrigué par une politique culturelle de qualité, une politique culturelle qui s'appuie bien évidemment sur des partenariats pour amplifier les conventions avec des scènes régionales. Cette culture qui, oui, en Auvergne-Rhône-Alpes, s'appuie sur des festivals de qualité, de renom, mais qui aussi s'appuie sur des festivals de proximité, ces festivals que vous avez à un moment donné fréquentés, ces festivals qui à un moment donné vous permettent de découvrir. Mais c'est ça la culture, c'est ça la possibilité d'entendre, d'écouter, de rencontrer l'autre, d'échanger après un spectacle. C'est ça la culture, c'est finalement ce qui permet à des personnes différentes, avec une véritable médiation culturelle, de se retrouver, de partager ce plaisir du beau, ce plaisir d'être ensemble, ce plaisir d'avoir des souvenirs et des émotions partagées. Eh bien écoutez, je pense que ça c'est aussi un programme, et en tout cas c'est ce que nous voulons développer demain dans cette région. La solidarité, c'est aussi, et là, il est vrai qu'au début de la campagne, j'en parlais assez peu, mais ce que j'entends ces derniers jours de la part, notamment du candidat d'extrême droite et de droite, me font rajouter ce point. La solidarité, c'est la solidarité ici et maintenant, c'est aussi la solidarité à travers le monde. Les régions ont développé, comme d'autres collectivités, ce que l'on appelle la coopération décentralisée. Cette solidarité internationale entre la région Rhône-Alpes ou la région Auvergne et une autre région dans le monde. Cette coopération qui n'est pas une coopération colonialiste ou dominatrice, cette coopération qui permet en lien avec les populations, les élus d'une autre région, de construire, d'échanger, d'apprendre à se connaître et d'avancer ensemble en vivant des expériences communes, en travaillant à des réalisations concrètes pour les populations.
Cette coopération décentralisée, je les entends, messieurs Boudot et Vauquier, la fustiger, nous expliquer que demain, s'ils arrivent à la tête de la région, ils la supprimeront. Eh bien moi, au contraire, je dis que nous la maintiendrons, nous la renforcerons, parce que la seule certitude que j'ai aujourd'hui dans ce monde, c'est qu'il y a plus que jamais besoin de travailler, de construire une véritable culture de paix à l'échelle du monde. Et cette culture de paix, elle commence ici, en région, à travailler avec d'autres régions par cette coopération, parce que c'est comme ça que nous trouverons les solutions pour un monde de paix demain sur la planète. Notre dernier grand point dans notre programme, comment ne pas le dire ici, et je vais l'excuser d'ailleurs de son absence, François Auguste ne pouvait être parmi nous, il a préféré le nord de la Normandie au Havre plutôt qu'à l'Isère, non pas par désintérêt pour cette campagne qu'il suit, mais bien évidemment pour rendre également service à d'autres dans cette campagne des élections régionales. Ce quatrième point, c'est bien évidemment celui de faire une région citoyenne. Une région citoyenne, mais c'est certainement une répétition. Quand on a parlé de l'humain d'abord, bien évidemment, l'humain d'abord, c'est faire avec les citoyennes et les citoyens, c'est faire pour les citoyennes et les citoyens. Cela signifie qu'il faudra plus, mieux, davantage impliquer les citoyens, les organisations syndicales, l'ensemble du mouvement associatif, les élus locaux, pour construire avec eux, territoire par territoire, les politiques dont nous avons besoin et ainsi les faire remonter jusqu'à Lyon, la capitale régionale. Ce n'est pas Lyon qui devra décider de ce qui se passera sur les territoires et ainsi obliger les populations à s'y adapter, mais ce sont bien les populations, les citoyennes et les citoyens qui doivent faire remonter leurs besoins, leurs attentes pour que les politiques régionales puissent être prises dans les 6 ans qui viennent. J'ai été finalement surprise, peut-être pas, puisque c'est une des raisons qui nous a poussé à voter contre la loi sur la fusion des régions et la loi NOTRe au Parlement. Mais j'ai quand même été fortement surprise dans cette campagne, parce que ce sentiment de grande région, d'éloignement, d'abandon, encore un peu plus, de la part de nos concitoyennes et de nos concitoyens des différentes institutions, eh bien, je ne l'ai pas ressenti que dans les 4 départements d'Auvergne. Je l'ai ressenti dans tous les départements. Ce sentiment que cette grande région, la question ne se joue pas au nombre de kilomètres ou d'heures pour rejoindre Lyon. Les Françaises et les Français, les Auvergnats et les Rhône-Alpins ont bien compris. Ils ont compris qu'effectivement, ces grandes régions n'avaient comme seul objectif de les éloigner un peu plus, d'accroître encore un peu plus ce sentiment de cette insécurité républicaine qui, au lieu de protéger, de faire avec, eh bien, décide à la place d'eux. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas besoin d'experts. Moi, mes experts, ils sont sur ma liste. Les experts, ce sont aujourd'hui les plus de 130 syndicalistes. Ce sont ces jeunes en masse présents sur notre liste. Ce sont ces présidents et ces responsables d'associations. Ce sont eux les experts des politiques régionales et c'est avec eux que nous construirons la région demain. Pour terminer, il nous reste 5 jours de campagne. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. 5 jours de campagne qui font suite à de nombreux jours où vous avez été nombreux et nombreux devant les entreprises, sur les marchés, dans des réunions publiques, sur des places de village, à discuter, à échanger, à convaincre, à mobiliser. Pendant ces 5 jours, je vous demande de faire encore plus. De faire encore plus pour continuer à être visible, comme nous l'avons été ces derniers temps dans l'ensemble de l'espace public, mais aussi à être en contact
au quotidien avec toutes les personnes que vous connaissez, ces personnes issues de la même organisation que vous, qu'elles soient politiques, syndicales ou associatives, ces personnes que l'on rencontre en allant faire une marche un après-midi, ces personnes avec qui l'on travaille, ces personnes que l'on rencontre à la sortie d'une école, et je vais même jusqu'à dire ces personnes parfois avec qui on attend dans la queue de la boulangerie pour acheter le pain. Bref, ne nous interdisons rien pendant ces 5 jours. Parlons, présentons notre programme, incitons bien évidemment toutes celles et tous ceux que nous connaissons à aller voter. Oui, cette élection, elle sera ce que nous en ferons. Nous le savons, mais nous le savions avant de commencer. Les couvertures médiatiques, sans aucune surprise, n'ont pas été à la hauteur. Alors, on m'a expliqué la règle du CSA, celle de l'équité. Il y a apparemment quelques interprétations qui divergent, certains ne se basant que sur les résultats de l'élection régionale précédente, d'autres, comme le prévoit la règle du CSA, sur les dernières élections. Je vous invite donc à trouver de suite celle que les médias ont retenue, faisant fi de la force collective qui est la nôtre, dans les départements, dans les communes et au Parlement, pour notre force rassemblée, présente sur cette liste. Alors, si les médias ne nous ont pas suffisamment relayés, eh bien, nous n'avons que nous. Mais souvenons-nous, en 2004-2005, de cette campagne pour un référendum qui, jusqu'au dernier moment, on nous annonçait le oui comme forcément gagnant, puisque de toutes les façons, les Françaises et les Français n'avaient rien compris. Souvenons-nous de cette campagne qui nous a rassemblés, communistes, forces du front de gauche, MRC et d'autres. Souvenons-nous de cette campagne où nous allions de réunion publique en réunion publique. Souvenons-nous de cette campagne où y compris des citoyens s'organisaient spontanément, individuellement, en prenant un exemplaire du traité, en le lisant, en le commentant les uns et les autres. Souvenons-nous de cette campagne où jamais la presse n'a donné le non gagnant. Eh bien, souvenons-nous aussi d'une chose, c'est que si le non l'a gagné, c'est parce qu'il y avait une gauche sincère, une gauche qui ne renonce pas, qui jusqu'au bout a fait cette campagne du non. Et c'est parce qu'il y a eu cette mobilisation que le non l'a emporté dans notre pays. Alors je suis sûre d'une chose, je sais et je vous connais, vous ne renoncerez pas d'ici au 6 décembre. Et parce que nous ne renoncerons pas toutes et tous ensemble, le 6 décembre, bien évidemment que notre liste sera présente au second tour. Et bien évidemment que notre liste permettra d'empêcher la victoire de Laurent Wauquiez le 13 décembre au soir. Alors d'ici là, retroussons-nous les manches, ne nous fatiguons pas inutilement, restons mobilisés, restons convaincus, avançons dans chaque département. Nous avons aujourd'hui, dans les réunions publiques, des femmes et des hommes qui viennent, qui nous rejoignent, qui disent trouver en notre liste la possibilité de voter pour une liste de gauche, je l'ai dit, sincère, mais également d'une liste de gauche qui ne renonce pas, qui n'a pas capitulé face à la toute-puissance de la finance ou de l'Union européenne. Une gauche qui, jusqu'au bout, et pendant les 6 ans qui viennent, au sein de l'Assemblée générale, continuera de défendre, bien évidemment, nos valeurs. Alors, je sais que je peux compter sur vous, vous pouvez compter sur moi, parce que pour nous, ce sera toujours l'humain d'abord.
l'amour.